Encore faut-il les retrouver et les nommer génération après génération. J'ai rassemblé dans un premier livre mes recherches sur mes ancêtres. Au-delà des noms, des dates et des métiers, ce qui me plaît, c'est de retrouver des histoires ou des anecdotes. Mais à ce jour, je n'ai pas retrouvé ni roi ni pendu. Voici un tableau de forme circulaire de tous mes ancêtres sur 9 générations. On remonte grosso modo vers la fin du XVIIe siècle. Il y a quelques ancêtres absents pour différentes raisons. Une fille-mère, quelques protestants, des archives disparues, etc., etc. Beaucoup de laboureurs, des gros, des moyens, des petits, quelques artisans, parfois des hommes de bras, des hommes de peine, mais aucun militaire. Une constatation à faire, ils ne bougeaient pas. Cette faible mobilité peut s'expliquer. Ils avaient de quoi se nourrir, se vêtir et de se loger. Donc ils ne cherchaient pas à partir pour chercher fortune ailleurs. Bref, mes ancêtres n'étaient pas des aventuriers, ils étaient plutôt des casaniers, et cela pendant des générations et des générations. Parmi tous mes ancêtres, j'avais été intrigué par le mariage de Philippe Le Plate, laboureur, avec Marie-Anne Jabin. Marie-Anne Jabin était-elle une Jabin de Janvry ou tout simplement une Jabin du hameau de Janvry sur la paroisse de Boulay dans le Loiret? En 2016, en lisant la revue du Loiret généalogique, je retrouve ce mariage Le Plâtre-Jabin, sans satisfaire pour autant ma curiosité. Un soir, un peu par hasard, je tape dans le moteur de recherche de Monsieur Google « Je sais tout » les noms de ce couple Le Plâtre-Jabin. Énorme surprise! Je vois apparaître Descendance capétienne avec un site Capédia dédié aux descendants de Hugues Capet. Je vais illico presto sur le site Capédia. Rapidement, je remonte de la petite noblesse de Beauce vers certaines grandes familles. Pour y parvenir, il faut cliquer soit sur l'époux ou l'épouse, un véritable slalom. Mais à un moment, plus moyen de savoir, Capédia bloque votre navigation. Normal, il faut payer son obol annuel pour découvrir la suite. Je fais de la résistance, mais au bout de quelques jours, n'y tenant plus, je paie mes 35 €. Selon Capédia, je serai donc l'un des descendants de Hugues Capet parmi les 780 000 descendants de ce roi. Curieusement, le mariage a eu lieu à Orléans en l'église Saint-Éloi et non à Boulay, pourtant le lieu de résidence des deux époux. C'est Bruno Combe, un cousin germain, qui a rapidement retrouvé l'acte. Dans cet acte, elle est qualifiée de damoiselle, donc en principe noble. Mais pourquoi cette damoiselle a-t-elle épousé un laboureur? Ce n'était pas dans les usages. Il faut trouver la cause. Finalement, la réponse est dans la fin de l'acte de mariage. Je cite: « L'enfant dont l'épouse se trouve grosse d'environ 7 mois. » Merci Denis Pinsard, Jean-Claude Dolivet, d'avoir vu avec vos yeux de lynx ce passage presque illisible. Avant de remonter vers Hugues Capet, quelques vérifications à faire sur la descendance du couple Le Plâtre-Jabin. Il faut toujours aller sur les lieux de ses ancêtres. Le logis du couple, aujourd'hui disparu, se trouvait à gauche, pas très loin de la ferme de Janvry. 45 jours après le mariage, le 20 février 1710, est baptisé le petit Philippe en l'église Saint-Aignan, paroisse de Boulay. On peut s'interroger sur le véritable père. En effet, on peut supposer que Marie-Anne Jabin est peut-être enceinte des œuvres d'un gentilhomme. Par défaut, pour éviter le scandale, elle a épousé Philippe Le Plâtre, le laboureur. Fin de l'interrogation, car le bébé meurt 3 semaines après sa naissance. À peine 1 an après, naît un autre enfant, prénommé lui aussi Philippe. On peut raisonnablement penser que je suis de manière quasi certaine
un descendant de ce Philippe le Plate. On peut maintenant remonter le temps en filant vers le Graal suprême, c'est-à-dire le roi Hugues Capet. Pour y arriver de manière sûre, je passe par les chalets, en particulier Léonore, ancien fief de Moronville, paroisse de Courbehay en Eure-et-Loir. Cette seigneurie appartient aux Villeroy. Les relations entre les chalets et les Villeroy sont exécrables depuis longtemps. Seul petit problème, Léonore de Chalais veut épouser Anne de l'Aumônier, dont la mère est l'épouse en deuxième noces de Claude de Villeroy. Un peu gênant d'être toujours en bisbille avec la belle famille. Avant de signer l'acte du contrat de mariage, le 23 janvier 1652, les deux familles ennemies signent un traité de paix avec différentes modalités chez le notaire. On peut y lire l'extrait savoureux. Je cite: « Les deux parties ont résolu de passer l'acte pour ne pas altérer l'amitié de leur voisinage, ni obvier à la paix entre leurs deux maisons. » Qu'en termes charmants ces choses-là sont dites. Toujours à Moronville, cette fois-ci en 1645, les archives judiciaires livrent un fait divers incroyable. Une violation de domicile et une tentative d'assassinat, rien de moins. Cette fois, c'est mon ancêtre Anne de Rennes, la belle-mère de Léonore de Chalais, qui est victime des coups de poing et de pied portés par sa belle-sœur Anne de Villeroy, dite Damoiselle de Champ-Allier. Cette dernière, accompagnée par 3 ou 4 hommes armés, est en furie à cause d'un carrosse et d'un procès fait à son mari à cause de ses frères. Une enquête est diligentée par le lieutenant du bailliage de Moronville. On interroge le personnel de la basse-cour sous serment. L'un d'eux: « J'ai ouï un grand bruit ». Un autre: « La damoiselle de Champ-Allier tenait la damoiselle de Moronville par les cheveux et lui donnait des coups. » Plus grave, l'un des témoins affirme sous serment que la damoiselle de Moronville, à la suite des coups, était accouchée de 2 enfants tous meurtris et à demi-morts. À la suite de l'enquête, on requiert décret de prendre corps à l'encontre de la damoiselle de Champ-Allier et de ses accompagnateurs. Je n'ai pas, à ce jour, pu retrouver la suite de ce procès. Juin 1671, 10 heures du soir. Les deux frères Chalais, Léonore et Armand, sont attablés à l'auberge de la Croix-Blanche à Sangeville. Soudain survient une dispute entre les deux frères. Ils se jettent des brocs à la tête et ils finissent par tirer leurs épées. Léonore de Chalais s'écroule, tuée par son frère Armand d'un coup d'épée. Ont-ils trop bu? Je pense qu'ils se sont disputés pour des histoires d'argent. Que sais-je encore? Cette épreuve familiale sonne la fin de la maison Chalais. Armand de Chalais, le frère assassin, est arrêté et condamné à mort. Mais le jour de l'Ascension, le dimanche 6 mai 1674, Armand de Chalais bénéficie du privilège de Saint-Romain, c'est-à-dire qu'il est gracié. Ce privilège était accordé une fois par an par les chanoines du chapitre de Rouen à un condamné à mort de préférence noble. L'origine de ce privilège de gracier venait de Saint-Romain, évêque de Rouen. Pour dompter un monstre des eaux, la gargouille, il demanda un compagnon, et seul un condamné à mort accepta. Saint-Romain passa son étole au cou de la gargouille, et elle fut menée à la ville, tenue en laisse par le condamné à mort. Celui-ci fut gracié. Dagobert ou Clovis donna à l'évêque de Rouen le privilège de gracier un condamné à mort chaque année. Le jour de l'Ascension, on accourait de très loin, même d'Angleterre, pour voir la gueule du condamné. Les historiens parlent de plus de 100 000 personnes dans les rues de Rouen. Avant d'être libéré, le condamné devait traverser la ville suivant un parcours précis. Il devait assister à la grande messe à la cathédrale et surtout lever la fierté, tel un footballeur avec les acclamations de la foule en liesse. On connaît depuis 1210 la liste des graciés, dont Armand de Chalais en 1674. Je suis allé à Rouen avec des cousins faire du tourisme généalogique en souvenir de ce passé complètement oublié.
Comme Armand de Chalais, nous avons soulevé fictivement la fierté. Quant à Guillaume de Chalais, le père de Léonore et d'Armand, il cause un grand scandale dans toute la province selon le curé, par la fréquentation d'une damoiselle, sa maîtresse. Le curé exagère beaucoup en écrivant que Guillaume de Chalais a eu avec sa maîtresse 4 bâtards. Il faut préciser que Guillaume de Chalais était protestant, d'où cette exagération du curé. Vérification faite, Guillaume de Chalais n'a eu qu'un seul enfant prénommé François avec cette maîtresse. Ce n'était pas une liaison secrète car il a reconnu officiellement cet enfant. Après le décès de son épouse, Claude de Hallot, il épouse à l'âge de 71 ans sa maîtresse Marie Maréchal le 16 septembre 1677. La seigneurie des Chalais se trouvait à Bercy, petit hameau de la paroisse de Sangeville en Eure-et-Loir. Je suis allé plusieurs fois là-bas pour localiser ce logis seigneurial des Chalais. J'ai cru dans un premier temps qu'il ne restait rien de ce château. C'était une erreur. Après des recherches et une enquête sur place, j'ai identifié exactement l'endroit. Ainsi, j'ai pu observer ce qui reste de ce logis seigneurial. Ce château a été confisqué au Chalais par le roi pour une raison que j'ignore. C'est la famille Fesque qui a pris possession des lieux à la suite des Chalais. Pour les besoins de la succession de la défunte et puissante dame Louise de Fesque, un procès-verbal est établi avec précision en 1734. Pour la petite histoire, cette puissante dame était la mère de la diablesse, une beauceronne célèbre en Touraine qui elle aussi a défrayé la chronique judiciaire. En généalogie, on peut avoir d'heureuses surprises. Il y a quelques années, j'ai organisé une visite de belles fermes en Beauce pour mes amis de maisons paysannes de la région Centre. Parmi ces fermes magnifiques, la ferme de Moret et de la Folie-Herbault. Pour la réussite de cette visite, j'ai sollicité François le Grand. Il connaît particulièrement la ferme de la Folie pour l'avoir cultivée pendant de nombreuses années. En aparté de la visite, je lui faisais part de mes recherches généalogiques, notamment celles sur les Chalais. À ma grande surprise, il connaissait l'histoire de cette famille. Mieux, il me disait posséder des documents originaux sur les Chalais. Plus tard, à l'examen de ces 42 pages, je m'apercevais qu'il s'agissait des preuves de noblesse établies par le cabinet Osier pour l'admission de Marie-Françoise Victoire de Chalais à l'école royale fondée par Madame de Maintenon. Une mine d'or, inespérée pour un généalogiste. Des preuves supplémentaires qui s'ajoutaient en plus à mes recherches. Après cette très belle surprise, je remonte dans le temps. Je vérifie et je fais des recherches sur chaque couple d'ancêtres. Je ne trouve rien d'extraordinaire jusqu'à Guillaume du Plessis. Mais avec lui, je découvre un pendu en or massif. Je n'ai même pas la possibilité d'invoquer une ascendance douteuse. Je descends de lui par ses 2 fils, Martin et Claude. Il est le fils de Jean du Plessis et de Catherine d'Avaugour. Avec sa maîtresse Renée de Vendômois, ils sont presque devenus des célébrités littéraires. Par le livre La recluse Renée de Vendômois, écrit par l'abbé Ledru, je découvre pour la première fois depuis mes recherches un ancêtre assassin. Moi qui croyais arriver au roi de France sans encombre, je suis servi. Duplessis possède la seigneurie du Grand May située à Arroux, en Eure-et-Loir. Au May de cette époque, il ne reste que les douves. À 24 km de là se trouve le village de Soudet. Jean de Saint-Berthevin, veuf, épouse la toute jeune Renée de Vendômois. Le couple réside au manoir de la Cour, paroisse de Soudet, dans le Loir-et-Cher. Le jeune Guillaume du Plessis vient souvent au manoir de la Cour pour voir sa cousine, très éloignée. Ils deviennent amants. Pire, la jeune épouse prend de l'argent dans le coffre familial pour le donner à son amant. À ce moment-là, le mari trahi et volé voit rouge. Il moleste son épouse. Alors, les amants décident de faire tuer le mari gênant.
Pour cela, un serviteur de Guillaume du Plessis nommé Grandjean, déguisé en mendiant, fait la manche à la sortie de l'église de Soudet. Au moment où Jean de Saint-Berthevin veut lui donner une pièce, Grandjean lui donne un coup de dague. Jean de Saint-Berthevin s'écroule. La rumeur publique désigne rapidement le coupable, Guillaume du Plessis. Pour échapper à sa future condamnation, le commanditaire de l'assassinat se réfugie à Saint-Malo. Là-bas, à l'abri des remparts, à condition de ne rien cacher, de ne rien oublier dans ses aveux, sa condamnation est suspendue en vertu d'un droit accordé à la ville de Saint-Malo. Mais les aveux de Guillaume du Plessis parviennent à la famille de la victime. Renée de Vendômois est accusée de complicité. Dans un premier temps, elle est enfermée dans la prison de Montdoubleau sous la surveillance du gouverneur Jean de Courcillon. Ce dernier, par la suite, est accusé d'avoir obtenu les faveurs de la prisonnière et d'avoir été son complice pour cacher son argent. Renée de Vendômois est transférée à la conciergerie à Paris. Comme elle ne confessait toujours pas son crime, elle fut soumise à la torture plusieurs fois. La question à l'eau et probablement au brodequin. Des procédés terrifiants et affreux. Après toutes ces épreuves, Renée de Vendômois est condamnée à être brûlée vive au marché des Pourceaux. Mais sa famille fait appel auprès du roi. Ce dernier demande au juge de la laisser vivante. Les juges respectent la volonté du roi. Renée de Vendômois sera condamnée à être recluse à vie, c'est-à-dire qu'elle sera emmurée vivante jusqu'à la fin de sa vie dans une sorte de petite loge. Une cérémonie religieuse a lieu avec une foule considérable qui assiste à cet événement. On considère dorénavant que Renée de Vendômois, la recluse, est une morte vivante. Je n'ai pas retrouvé la date de sa vraie mort. J'aurais souhaité que mon ancêtre Guillaume du Plessis vienne libérer sa belle Renée. Au contraire, il va se réfugier en Bourgogne, pays contraire à la France à cette époque. Sa condamnation à être pendu ne sera jamais exécutée. Il revient même assez souvent en Beauce. Mieux, il va épouser en 1488 Catherine de Rais, issue des meilleures familles de Bourgogne. Je croyais en avoir terminé avec les turpitudes de mes ancêtres. Pas du tout. Voilà que le père de Guillaume, Jean du Plessis, a été lui aussi coupable d'un homicide sur son beau-frère, Marin d'Avaugour. Le motif de la querelle provient du fief du four à banc d'Arroux. Dans les attendus du jugement en 1493, on peut lire que Marin d'Avaugour est mort des suites des coups de Jean du Plessis. À noter que le fief du banc d'Arroux commençait au pont de Pierre. Amusant de retrouver plus de 500 ans après ces dénominations à Arroux. Florentin Girard est le demi-frère de Guillaume du Plessis. En effet, ils ont la même maman, Catherine d'Avaugour. J'ai voulu savoir si ce demi-frère était aussi terrible. Tout d'abord, Florentin Girard fait un beau mariage en épousant Marie Chollet. Elle possède notamment le château de Dangeau, à côté de Bonneval. Florentin Girard accompagne la coalition royale durant la guerre folle, c'est-à-dire qu'il combat la rébellion du duc de Bretagne et de ses vassaux. C'est un bon guerrier. Il capture Messire Brillant de Châteaubriand, un lointain ancêtre du célèbre écrivain. Il ramène son prisonnier breton en Beauce et l'emprisonne dans son châtel de Dangeau. Florentin exige une rançon pour sa libération. Au bout de quelques mois, un accord est trouvé. On rédige les conditions de la libération du prisonnier breton chez maître Guillot, notaire à Bonneval. Pour faire court, Florentin Girard obtient l'équivalent en argent de la valeur de la seigneurie de Champinel sur la commune de Saint-Brice en Coglès, appartenant à Messire de Châteaubriand. On peut lire facilement les conditions de la libération de l'otage grâce à la transcription faite par l'abbé Boire dans un bulletin de la Société dunoise. Dans les mêmes moments, en 1486, Florentin Girard achète la terre et la seigneurie de Frazé en Eure-et-Loir. Sa descendance possède toujours le château de Frazé. Après les pendus, place au roi, enfin je l'espère. En passant par Louis VII et sa célèbre épouse Aliénor d'Aquitaine, je remonte enfin à Hugues Capet.
À ce niveau royal, je ne vérifie plus les filiations, je laisse ce travail aux historiens. La citation de La Bruyère est parfaitement juste, je peux même la décliner au pluriel tant pour les pendus que pour les rois. Hugues Capet était un beauceron. Né probablement à Dourdan, il est mort à Praville le 24 octobre 996. Les historiens ont pu situer l'endroit exact de sa mort. Pour retrouver ce lieu, il faut se rendre en face de l'entrée de la ferme de Théier et prendre le long chemin. Vous trouverez l'endroit après 2 kilomètres de marche. Pas très facile d'accès, les autorités ont préféré implanter au hameau de Genonville une stèle souvenir en l'honneur du grand roi capétien. Beaucoup me demandent, mais que vous reste-t-il de cette ascendance capétienne? 60 heures de bois Janvry, hérité par mon grand-père André Rougemont, et beaucoup d'histoires à raconter. Certes, cette ascendance capétienne n'est pas représentative de mes ancêtres, mais elle me donne le plaisir à rechercher des histoires ou des anecdotes qui me relient parfois à l'histoire de France. Ne pouvant pas tout vous raconter dans cette vidéo, je termine l'écriture d'un livre intitulé « Papy, encore une histoire », afin de continuer à raconter des histoires à ma petite fille et aussi à ma famille et à mes amis.